Le pouvoir a toujours eu la capacité de détruire, mais rien n'empoisonne plus profondément l'âme humaine que la soif de dominer une femme qui ose résister aux chaînes. Cachée dans les ombres de l'histoire espagnole se trouve une histoire si troublante, si suffocante, que même des siècles plus tard, nous sommes incapables de démêler la vérité des mensonges délibérément tissés pour ensevelir une reine vivante dans le tombeau de la folie. C'est la saga tragique de Juana de Castille, une femme dont le chagrin fut volé et transformé en arme, dont l'amour sans limite fut remodelé en preuve de démence, et dont la couronne, au lieu de l'élever, devint une prison faite d'or et de fer. L'histoire se souvient d'elle sous le nom de Juana la Loca, Juana la Folle, ou la Reine dérangée qui, selon la légende, traîna le cadavre de son époux bien-aimé à travers la campagne espagnole, incapable d'accepter sa mort. Mais si ce récit de folie, répété à travers les siècles, n'était pas la vérité ? Et s'il n'était en réalité que l'une des conspirations les plus soigneusement élaborées de la Renaissance ? Et si la femme condamnée comme « folle » n'était pas une insensée, mais la victime d'une ambition politique si impitoyable qu'elle réduisit sa voix au silence, lui arracha sa liberté et transforma son humanité en une légende d'avertissement ? Ce soir, nous descendons dans les couloirs les plus sombres du pouvoir, là où la raison devient un luxe, et où les femmes qui osaient penser, aimer et régner payaient le prix ultime. L'Europe médiévale n'était pas une scène d'équité, mais un échiquier trempé de sang et de trahison. Et sur cet échiquier, les princesses n'étaient rien de plus que des pions ou des pièces déplacées, échangées ou sacrifiées au gré des rois et des empereurs. Parmi ces pions, Juana de Castille naquit pour devenir la pièce la plus dangereuse de toutes, celle capable de changer la partie entière. Son histoire commença en 1479, dans la cour éclatante mais impitoyable de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, où les monarques mêmes qui avaient uni l'Espagne sous une seule couronne et une seule foi. C'était l'aube de l'Inquisition espagnole, un temps où le soupçon régnait et où remettre en cause l'autorité pouvait se payer non par des murmures, mais par le feu et les cendres. Pour Juana, née dans cette fournaise de foi et de peur, le prix de l'indépendance était clair. Le silence signifiait la survie, mais la défiance pouvait signifier la mort. Ses parents possédaient un pouvoir immense, ils avaient expulsé les Juifs, conquis Grenade, et posé les fondations d'un empire qui s'étendait au-delà des mers. Leurs enfants n'étaient pas élevés comme des individus porteurs de rêves, mais comme des pièces d'échiquier destinées à étendre les dynasties et à forger des alliances. Juana, cependant, n'était pas un pion ordinaire. Dès ses premières années, son éclat la distinguait des autres. Elle maîtrisa le latin, le français et le flamand avec une aisance qui émerveilla ses précepteurs. Elle débattait de théologie, de philosophie et de politique avec une acuité bien au-delà de son âge. Elle portait en elle une curiosité insatiable, une soif d'apprendre, un désir de penser au-delà de la cage préparée pour elle. Et pourtant, à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles demeurent de simples réceptacles obéissants, son intelligence n'était pas perçue comme un don mais comme un danger. La toute récente Inquisition avait déjà enseigné à l'Espagne qu'une pensée indépendante équivalait à de l'hérésie, et que l'hérésie appelait les flammes du bûcher. Ainsi, l'esprit vif de Juana, sa capacité à questionner, la profondeur de ses émotions, devinrent comme des ombres qui la suivaient tel un présage. Pour les hommes, la passion était une force. Pour les femmes, la passion était une faiblesse. Les mêmes émotions qui faisaient la grandeur des rois allaient servir d'armes pour déclarer Juana inapte à gouverner. À la cour d'Espagne, la paranoïa et le pouvoir dansaient ensemble comme des amants. Ferdinand et Isabelle régnaient avec une précision impitoyable, alliances forgées par des mariages, menaces éliminées par des trahisons, loyauté imposée par la peur. Leur empire s'était construit non seulement par l'épée et le sang, mais aussi par la manipulation et le silence. Et dans ce monde où les sourires pouvaient cacher des poignards, Juana fut formée à lire chaque geste, chaque mot, chaque silence comme un texte sacré. Elle apprit que la confiance était un luxe qu'une souveraine ne pouvait jamais se permettre. Mais ce qui distinguait vraiment Juana n'était pas seulement son intelligence, c'était sa profondeur émotionnelle. Sa capacité à ressentir intensément, à aimer passionnément, à pleurer sincèrement. Et c'est cette humanité même, la qualité qui faisait d'elle bien plus qu'un simple instrument politique, qui allait plus tard être transformée en preuve de sa prétendue folie. Car dans les cours royales d'Europe, les femmes n'étaient pas destinées à être vues et encore moins à être entendues. Leur rôle était brutalement simple, donner des héritiers, sceller des alliances, puis disparaître dans l'ombre pendant que les hommes décidaient du sort des royaumes. Mais Juana n'était pas faite pour disparaître. Ses questions perçaient à travers les masques de cour, ses observations troublaient ceux qui s'attendaient à ce qu'elle reste silencieuse. Elle ne se contentait pas d'être un pion, et c'est cela qui la rendait dangereuse. Ses parents commencèrent à percevoir la tempête qui grondait dans l'indépendance de leur fille. Mais à ce moment-là, son destin était déjà scellé. Alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, son mariage fut arrangé avec Philippe de Bourgogne, Philippe le Beau, fils de Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique. Ce n'était pas simplement un mariage. C'était l'union de l'Espagne et des Habsbourg, une fusion destinée à créer l'une des plus grandes puissances que l'Europe ait jamais connue.
Mais ce qui fut célébré comme le triomphe des empires allait se révéler être la catastrophe de l'âme de Juana. Car ce mariage, ce chef-d'œuvre de stratégie politique, allait devenir sa malédiction ou la décision qui lui volerait sa liberté, briserait son cœur, et la couronnerait non pas d'honneur, mais de la légende d'une folie qu'elle ne méritait pas. Ainsi, à l'âge fragile de 16 ans, Juana fut arrachée à la maison qu'elle connaissait et envoyée en Flandre. Non pas comme une fille, ni comme une femme porteuse de rêves, mais comme une cargaison précieuse, un symbole d'alliance, escortée par une flotte de 130 navires et des milliers de courtisans. Le voyage fut périlleux, les tempêtes menaçant d'engloutir son navire, et elle arriva non pas comme une épouse emplie d'espérance, mais déjà marquée par la peur. Pourtant, ce qui l'attendait en Bourgogne était une tempête bien plus sombre que la mer. Les orages qui avaient failli engloutir son navire n'étaient que le prélude à la tempête qui consumerait son âme. Juana arriva en Flandre déjà ébranlée, mais rien ne pouvait la préparer à la tourmente émotionnelle qui l'attendait à la cour de Bourgogne. Car là, derrière les salles de marbre poli et les cérémonies ornées de joyaux, se tenait l'homme destiné à devenir à la fois son plus grand amour et son plus cruel destructeur, Philippe le Beau. Et en effet, il était tout ce que son nom promettait. Grand, blond, les yeux pleins de charme, une présence magnétique capable de réduire une salle au silence. Aux yeux du monde, il ressemblait à un prince façonné par le ciel lui-même. Mais derrière ce visage angélique se cachait un libertin insatiable, un homme qui ne voyait pas les femmes comme des compagnes, mais comme des trophées, des conquêtes à jeter une fois possédées. Lorsque Juana le rencontra pour la première fois en octobre 1496, les témoins jurèrent que des étincelles semblaient jaillir entre eux. Une attraction si immédiate, si bouleversante, qu'elle ressemblait moins à de l'amour qu'à un incendie dévorant. Leur mariage suivit bientôt, un spectacle célébré dans toute l'Europe, loué comme l'union qui lierait les dynasties et remodèlerait l'équilibre du continent. Mais tandis que les bannières flottaient, que les cloches sonnaient et que la cour portait des toasts à leur triomphe, un drame bien plus intime se déroulait déjà derrière les portes closes. Juana, avec le cœur d'une femme qui aimait avec fureur, se donna entièrement à Philippe. Elle l'adora, le vénéra, enroula toute son âme autour de l'homme auquel le destin l'avait lié. Mais Philippe, enivré par cette dévotion, considérait sa passion non comme un cadeau, mais comme un dû. Pour lui, les vœux du mariage n'étaient que des outils de diplomatie, jamais des serments de fidélité. Il poursuivait sans relâche sa chaîne infinie d'infidélité comme si la trahison était son droit de naissance. La cour de Bourgogne, raffinée et cosmopolite, aurait dû être la scène parfaite pour l'esprit vif et l'intelligence gracieuse de Juana. Elle apprit rapidement le néerlandais, adopta avec aisance les coutumes flamandes et éblouit les courtisans par son esprit et sa clairvoyance politique. Pourtant, son éclat fut ignoré, éclipsé par une autre chose, l'intensité de sa dévotion à son mari, et l'angoisse visible que ses infidélités gravaient en elle. Dans un monde qui exaltait le calcul froid avant tout, la passion de Juana fut perçue comme un excès, son chagrin comme une faiblesse, et sa jalousie comme la preuve d'un déséquilibre. La cruauté de Philippe n'avait rien de subtil. Il exhibait ses liaisons sous ses yeux, amenant ses maîtresses aux cérémonies de cour, les faisant défiler devant elle avec une insolence calculée. Lorsque Juana pleurait, lorsque ses protestations jaillissaient, lorsque son cœur blessé osait crier sa douleur, il la réduisait au silence en la qualifiant d'hystérique, transformant son chagrin en preuve de folie, en délire d'une femme jugée trop émotive. À maintes reprises, il l'humiliait, sachant qu'à chaque trahison, le désespoir de Juana grandirait, la poussant à s'accrocher davantage à un amour qu'il refusait obstinément de lui donner. Ce cycle de tourments devint rapidement son arme favorite. Philippe découvrit qu'il pouvait dominer son épouse non pas par la tendresse, mais par l'absence, en lui accordant de brèves étincelles d'attention avant de se retirer dans une négligence froide et calculée. L'amour de Juana se mua en obsession, mais une obsession née de la privation, un désir insatiable pour l'affection qu'il lui refusait sans cesse. Chaque larme versée, chaque éclat de douleur devint le carburant du récit que l'on construisait autour de son instabilité. Lorsque naquirent leurs premiers enfants, Éléonore en 1498, puis Charles en 1500, il y eut des moments fugaces, fragiles, où Philippe semblait s'adoucir, où une harmonie timide paraissait possible. Mais ces intervalles de tendresse ne rendaient que plus cruelles les trahisons qui les suivaient. Bientôt, des murmures inquiétants traversèrent les mers pour atteindre l'Espagne. On rapportait les humeurs de Juana, ses crises de jalousie, ses accès de colère. Pour quiconque comprenait sa souffrance, ses réactions étaient douloureusement humaines. Mais aux yeux d'un monde soupçonneux, elles furent transformées en signes d'hystérie. Ses parents, Ferdinand et Isabelle, qui avaient bâti avec soin un empire à travers son mariage, commencèrent à craindre que les émotions de leur fille ne viennent briser l'alliance qu'ils avaient tant sacrifiée pour forger. Ce que Juana ignorait, c'est que chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, chacune de ses larmes était épiée. Les somptueuses salles de Bourgogne étaient remplies d'espions ou des courtisans qui ne notaient pas son chagrin avec compassion, mais avec une précision politique implacable. Ses sanglots étaient consignés comme preuve de folie. Sa colère devenait la preuve écrite d'un tempérament ingouvernable.
Ces confrontations avec les maîtresses de Philippe étaient décrites comme les scènes théâtrales d'une femme aliénée. Une toile de surveillance se resserrait autour d'elle, lentement, méthodiquement, jusqu'à étouffer chaque trace de liberté. Puis vint le tournant. La mort s'abattit sur sa famille comme une main cruelle du destin. Son frère bien-aimé, Juan, mourut en 1497. Sa sœur Isabelle suivit en 1498. Et en 1500, Miguel, le fils encore enfant de sa sœur, dernier obstacle entre Juana et la couronne, où s'éteignit lui aussi. En l'espace de 3 années, la tragédie éleva Juana à une place qu'elle n'avait jamais cherchée, mais à laquelle elle ne pouvait plus échapper. Elle était désormais l'héritière du trône le plus puissant d'Europe. La Castille, l'Aragon, les immenses territoires qui s'étendaient de l'Italie à l'Afrique du Nord, et même de l'autre côté de l'Atlantique vers le Nouveau Monde où tout se plaçait désormais sous son nom. Ce qui aurait dû être son triomphe, l'apogée de son destin, devint au contraire le premier pas de sa destruction. Car avec cet héritage apparut une vérité impitoyable. Juana n'était plus seulement une épouse tourmentée dont les larmes embarrassaient son mari. Elle était désormais l'avenir d'un empire, et chaque frisson d'émotion ne serait plus jugé comme un signe de deuil ou d'amour, mais comme une affaire d'État. Son cœur ne lui appartenait plus. Il était devenu une arme dont d'autres se serviraient. Juana n'était plus seulement une épouse, plus seulement une fille. Elle était l'héritière d'un empire dont le destin s'étendait sur plusieurs continents, et avec cet héritage venait un fardeau plus lourd que n'importe quelle couronne. Chaque larme, chaque éclat de colère, chaque soupir de tristesse ne lui appartenait plus en propre. Ils étaient désormais des affaires politiques, disséquées, jugées comme si son cœur lui-même relevait de la raison d'État. Philippe, qui autrefois se moquait de ses émotions et les méprisait avec froideur, se transforma soudain. L'homme qui rejetait ses besoins avec un dédain glacial endossa désormais le rôle d'un époux attentionné, du moins en public. Il se mit à se présenter comme la main ferme, le protecteur rationnel, la présence rassurante auprès d'une reine fragile. Mais ce n'était qu'un masque. Son intérêt n'était pas de la guider, ni de la soutenir dans son règne, mais de s'en emparer pour lui-même. Ferdinand d'Aragon, le père de Juana, observa cette transformation avec une fureur croissante. Il avait passé des décennies à forger l'unité de l'Espagne, à verser son sang pour bâtir un royaume unique et indivisible. Il avait tout sacrifié pour l'unité, et jamais, sous aucun prétexte, il n'accepterait que cet héritage tombe entre les mains d'un gendre étranger. À ses yeux, Philippe incarnait tout ce qu'il méprisait. Un étranger imprégné des frivolités d'une cour flamande, insouciant dans son gouvernement, imprudent dans ses excès, mais animé d'une ambition dangereuse. La scène était dressée pour une guerre de l'ombre. 2 hommes où le mari et le père allaient manier la même arme, la réputation de Juana. Ses émotions devinrent leur champ de bataille. Chaque éclat, chaque cri, chaque moment de désespoir fut recueilli, déformé, instrumentalisé. Philippe et Ferdinand bâtirent parallèlement 2 dossiers contre elle, 2 campagnes parallèles visant à la peindre comme inapte, instable, incapable. Mais leurs buts divergeaient. Philippe cherchait à devenir roi de fait, le maître de l'Espagne à travers sa femme. Ferdinand, lui, voulait préserver son empire, se présentant comme le régent, le seul garant de sa stabilité. Et Juana, héritière légitime, devint prisonnière de son propre héritage. En 1502, elle voyagea en Espagne avec Philippe afin que son statut soit officiellement reconnu par les Cortés. Ce voyage aurait dû être son triomphe, une célébration de son destin. Au lieu de cela, il devint une cruelle exhibition, un théâtre où sa prétendue folie était mise en scène devant le monde entier. Chaque geste fut transformé en preuve d'instabilité. Lorsqu'elle pleura à l'idée d'être séparée de Philippe, on affirma qu'elle était trop dépendante pour gouverner. Lorsqu'elle osa affirmer son autorité, ses paroles furent réduites aux divagations d'une insensée. La noblesse d'Espagne, ces hommes qui auraient dû être ses alliés, observaient avec malaise tandis que les murmures grandissaient, que le doute s'insinuait dans leur cœur. Ils avaient espéré voir en elle force et leadership. Mais ce qu'ils virent à la place, savamment orchestré par son père et son mari, fut l'image d'une femme dangereusement instable. La trahison la plus insidieuse ne résidait pas seulement dans les accusations, mais dans la manière dont ses dons furent empoisonnés contre elle. L'intelligence de Juana, sa finesse diplomatique, sa compassion pour son peuple, tout cela fut perverti en faiblesse. Lorsqu'elle démontrait sa connaissance des affaires politiques délicates, on la tournait en ridicule en la taxant de superficialité. Lorsqu'elle exprimait de l'inquiétude pour ces sujets, on balayait ses paroles comme naïves et irréalistes. Ses forces devinrent des défauts, transformés par l'alchimie sombre de l'ambition. Philippe enfonça davantage la plaie. Il s'entoura d'alliés qui murmuraient qu'il était le véritable roi. Il parlait non comme un simple époux, mais comme un souverain en attente de couronnement. Lors des rassemblements publics, lorsque les courtisans s'adressaient à Juana, il répondait souvent à sa place, lui ôtant sa voix devant ceux qu'elle était censée diriger. Il considérait son héritage comme une possession, sa couronne comme un trophée. En 1504, la campagne contre elle s'était répandue tel un incendie au-delà des frontières de l'Espagne. Les rapports diplomatiques en Europe répétaient le même refrain.
Juana était instable, inapte, incapable. Ce qui avait commencé comme une rumeur devint une vérité admise, consolidée par la répétition et portée par des hommes aux intentions bien plus sombres que la sollicitude affichée. Puis survint le coup fatal. Sa mère, la reine Isabelle de Castille, mourut en novembre 1504. De droit, Juana aurait dû monter immédiatement sur le trône en tant que reine de Castille. Mais Ferdinand agit avec une rapidité foudroyante, avant qu'elle ne puisse reprendre souffle. Il proclama que l'instabilité de sa fille était trop grave, qu'elle était incapable de régner, et il se déclara régent. La couronne, qui aurait dû libérer Juana, devint alors une chaîne serrée autour de son cou. Après la mort d'Isabelle, le trône de Castille devait appartenir à Juana par droit légitime. Pourtant, la couronne qui aurait dû la libérer se transforma en lien qui l'asservissait encore davantage. À Flandre, Philippe ne perdit pas un instant. Il commença à lever une expédition, à rassembler navires et soldats, non pas au nom de son épouse, mais en son propre nom. Pour lui, la Castille était son trône légitime, et Juana, reine par le sang et par la loi, n'était plus qu'un instrument par lequel il s'en emparait. Juana se retrouva piégée dans une guerre de succession où sa voix n'avait aucun poids, comme si elle était invisible dans son propre destin. Les documents légaux et les tractations politiques se déployaient autour d'elle comme un théâtre sombre où elle n'était jamais l'actrice, mais seulement le prétexte. Ferdinand, son père, produisit des témoins prêts à attester de son instabilité. Les alliés de Philippe répandirent des récits sur son comportement prétendument erratique, chaque rumeur affûtée comme une lame. Derrière des portes closes, on rédigeait des documents qui lui retiraient tout pouvoir, le tout sous le prétexte fallacieux de protéger sa fragile santé mentale. C'était une conspiration si calculée, si suffocante, qu'elle enterra la vérité sous des couches de mensonges. Car ceux qui rencontrèrent véritablement Juana ou des ambassadeurs étrangers, des observateurs neutres, rapportèrent une autre réalité. Ils parlaient de son intelligence, de sa maîtrise des langues, de sa fine compréhension de la politique. Mais ces voix furent étouffées par le cœur assourdissant de la propagande orchestrée par les deux hommes qui prétendaient l'aimer, mais n'aimaient en réalité que la couronne qu'elle portait. Les mois qui suivirent la mort de sa mère furent les plus déchirants de la vie de Juana. Elle n'était plus une femme, même plus une reine. Elle était devenue un champ de bataille, disputé par deux hommes ambitieux qui tournaient autour de son héritage comme des vautours au-dessus du cadavre de sa mère. Chaque action, chaque choix qu'elle faisait, se retournait contre elle. Si elle se rapprochait de son père, les alliés de Philippe proclamaient qu'elle était manipulée. Si elle soutenait son mari, les hommes de Ferdinand y voyaient une preuve de mauvais jugement. Elle ne pouvait pas gagner. Chaque pas qu'elle faisait s'enfonçait dans les sables mouvants de leurs ambitions rivales. Au début de l'année 1506, Philippe la ramena en Espagne. Leur voyage était chargé de périls, non seulement sur la route, mais aussi au sein même de leur mariage. Philippe arriva avec une armée à ses côtés et la cruauté dans le cœur. À ce stade, sa campagne de domination était complète. Juana n'était plus traitée ni comme épouse, ni comme reine, mais comme une marionnette. Il tirait les ficelles et elle luttait désespérément pour conserver un semblant de dignité, pour s'accrocher à l'idée qu'elle avait encore une voix. La tension entre Philippe et Ferdinand explosa à Salamanque en novembre 1505. Là, ils signèrent la Concordia, un accord pour gouverner conjointement la Castille. Et Juana, ou la véritable reine, l'héritière légitime, se trouvait assise à la table mais n'était traitée que comme une ombre. Son consentement était exigé, mais ses paroles restaient ignorées. Des hommes, prétendant agir dans son intérêt, lui retiraient son autonomie avec une précision glaciale. L'ironie était cruelle, la femme qui possédait la couronne n'avait aucun mot à dire sur la manière dont elle serait utilisée. Le bref règne de Philippe en tant que roi de Castille ne fut marqué ni par la gloire ni par la prospérité, mais par la trahison. Il remplit la cour de conseillers flamands, aliéna les nobles espagnols et réduisit Juana au rang de figurine, d'ornement relégué à l'arrière-plan tandis qu'il consolidait son pouvoir. Pour Juana, ces mois brisèrent ses dernières illusions. Son mariage n'était plus un refuge depuis longtemps, et désormais même son héritage ne lui offrait aucune liberté. Elle était encerclée, réduite au silence, effacée. Puis, aussi soudainement qu'une tempête, tout bascula. Le 25 septembre 1506, Philippe le Beau était mort. L'homme qui avait été son plus grand amour et son plus implacable bourreau venait de disparaître. Pour Juana, le chagrin la submergea comme une vague dévastatrice. Elle ne pouvait l'accepter. Elle ne voulait pas l'accepter. Elle refusa de quitter son corps, s'accrochant à lui comme si sa dévotion pouvait le rappeler à la vie. Elle lui parlait doucement, comme s'il ne faisait que dormir. Elle affirmait qu'il se réveillerait bientôt. Pour une femme qui avait aimé avec tant d'intensité et avait été trahie si cruellement, le déni n'était pas une folie, c'était une manière de survivre. Mais le monde, lui, se montra impitoyable. Son désespoir, brut et profondément humain, fut transformé en preuve de démence. Lorsqu'elle ordonna que le corps de Philippe soit transporté de Burgos à Grenade, afin d'honorer son souhait d'y être enterré, ses ennemis sortirent leurs armes.
Le long voyage, durant lequel Juana veilla nuit après nuit auprès du cercueil, devint une légende ou la naissance du récit de Juana la Loca, la reine folle qui errait la nuit avec un cadavre. Pour ses ennemis, c'était la preuve de sa folie. Pour ceux qui comprenaient l'amour et la perte, c'était le cri tragique d'une femme poussée au-delà des limites de l'endurance humaine. Ce que les chroniques officielles admettent rarement, c'est que le chagrin de Juana ne fut pas seulement toléré, il fut exploité. Ferdinand, revenu au pouvoir comme régent après la mort de Philippe, vit dans le désespoir de sa fille l'arme parfaite pour effacer à jamais sa revendication au trône. Chaque larme versée, chaque nuit passée dans le deuil fut détournée en preuve qu'elle était incapable de gouverner l'immense empire espagnol. Des observateurs suivaient chacun de ses pas comme des ombres armées de plumes, chargées non pas d'écrire son humanité, mais de coucher sur le papier sa prétendue folie. Ces paroles murmurées au corps inerte de Philippe furent consignées comme des élans de démence. Son refus de laisser d'autres femmes approcher du cercueil fut qualifié de jalousie délirante. Son insistance à voyager uniquement de nuit, née de son chagrin et peut-être de sa peur, fut décrite comme la preuve qu'elle avait perdu tout contact avec la réalité. Ces rapports soigneusement rédigés ne capturaient pas la vérité, ils bâtissaient une légende. Une légende qui allait résonner durant des siècles, Juana la folle. Pourtant, derrière le sensationnalisme, apparaissaient parfois des éclats de ce qu'elle était réellement. Elle organisa les funérailles avec dignité, démontrant une connaissance impeccable du protocole de cour. Elle surveilla les affaires financières pendant la procession et entretint une correspondance sur des questions d'État. Ce n'étaient pas les gestes d'une insensée, mais ceux d'une reine toujours lucide, toujours consciente, toujours déterminée. Mais personne au pouvoir ne voulait voir sa compétence. Son sort avait déjà été scellé. Son voyage avec le cercueil de Philippe ne s'acheva pas à Grenade, lieu où il avait souhaité être enterré, mais dans la petite ville de Tordesillas. Le prétexte semblait doux, elle avait besoin de repos, de temps pour se remettre de son deuil. La réalité était impitoyable, son père avait décidé qu'elle ne gouvernerait plus jamais. Ainsi, la reine qui avait hérité du trône le plus puissant d'Europe fut réduite au rang de prisonnière dans son propre royaume. À Tordesillas, les murs étaient hauts, les portes verrouillées, mais les chaînes les plus cruelles restaient invisibles. Ses geôliers construisirent autour d'elle l'illusion d'une sollicitude, lui offrant une maison, des serviteurs, et même la présence de ses enfants. Pourtant, chacun de ses domestiques était un espion, rapportant à Ferdinand, plus tard, à son fils Charles. Chaque lettre qu'elle écrivait était interceptée, chaque visiteur filtré, chaque geste quotidien conçu non pour la réconforter, mais pour renforcer l'histoire de sa folie. Cependant, dans les premières années de sa captivité, Juana résista. Elle écrivit aux nobles d'Espagne, leur rappelant leur serment d'allégeance envers elle comme reine légitime. Elle exigea l'accès aux documents gouvernementaux, tenta d'émettre des décrets royaux, chercha à exercer l'autorité qui lui revenait de droit. Mais ces démarches parfaitement raisonnables furent rejetées comme des illusions, devenant encore une preuve supplémentaire de son déséquilibre. La cruauté de son emprisonnement atteignit son comble dans la manière dont ses geôliers utilisèrent son amour comme une arme. Ses plus jeunes enfants, Ferdinand et Catalina, furent parfois autorisés à lui rendre visite, mais toujours sous une surveillance étroite, les rencontres strictement contrôlées afin de la maintenir dépendante de la clémence de ses gardiens. Ses enfants plus âgés, et surtout son fils Charles, furent dressés contre elle. À travers une campagne inlassable de mensonges, on leur inculqua l'idée que leur mère était trop instable, trop dangereuse, pour jamais être libre. Au fil des années, son monde devint plus restreint et plus cruel. Sa maison fut réduite, ses mouvements limités, et la pression psychologique exercée sur elle s'intensifia. L'ironie la plus cruelle résidait là, les conditions mêmes de son enfermement, censées justifier sa folie, finirent par éroder son esprit, produisant peu à peu les symptômes que ses geôliers prétendaient depuis longtemps observer. Et pourtant, même alors, des éclats de la dignité de Juana subsistaient. Les rares observateurs neutres autorisés à la rencontrer laissèrent des témoignages qui contredisaient la version officielle. Des ambassadeurs la décrivirent comme intelligente et posée. Des religieux soulignèrent la profondeur de sa compréhension théologique. Même certains gardes, chargés de la surveiller jour et nuit, confessèrent douter des accusations de folie. Mais leurs paroles furent étouffées, enterrées sous la machine d'une cour qui avait trop à perdre à maintenir la fiction de sa démence. Au-delà des murs de sa prison, le monde se transformait. Des empires s'élevaient et s'effondraient, des guerres embrasaient l'Europe, des océans étaient franchis. Lors du Nouveau Monde affluait en Espagne, alimentant une dynastie qui redessinait le continent. Son fils Charles monta sur le trône du Saint-Empire romain germanique. Son petit-fils, Philippe II, allait commander le plus puissant empire de l'époque. Et Juana ou la reine qui avait rendu tout cela possible, demeura enfermée, voyant les années de sa vie s'évanouir derrière des fenêtres grillagées et des portes gardées. Dans toute l'Espagne, son nom continuait d'être invoqué, mais jamais par ses propres lèvres. Juana, la reine légitime, se voyait refuser les libertés les plus élémentaires. Elle ne pouvait franchir le seuil de ses jardins sans autorisation. Elle ne pouvait parler sans que ses mots ne soient déformés en preuve de folie.
Pourtant, son ombre seule portait encore une puissance. En 1520, lors de la grande révolte des Communards, les rebelles se levèrent en son nom, la proclamant véritable souveraine de Castille. Pendant un court instant, il sembla que les murs de sa prison allaient s'effondrer, que Juana allait enfin être rétablie sur son trône. Mais l'espoir fut de courte durée. L'insurrection fut écrasée, et loin de lui rendre la liberté, son association avec la rébellion fut utilisée pour resserrer encore ses chaînes. Ses geôliers y virent la preuve qu'elle n'était pas seulement instable, mais aussi politiquement dangereuse. Même son silence, même son absence, furent retournés contre elle comme des armes. Les décennies d'enfermement qui suivirent s'enfoncèrent profondément dans son âme. L'isolement, la manipulation et l'incessante entreprise de gaslighting finirent par accomplir ce dont ses ennemis l'accusaient depuis longtemps, ils commencèrent à entamer son esprit. Une prophétie cruelle, autoréalisatrice. Dans les années 1530 et 1540, des rumeurs circulaient selon lesquelles Juana montrait désormais de véritables signes de déclin. Mais qui pouvait distinguer la vérité des cicatrices de sa captivité? Était-elle réellement brisée, ou bien les années interminables de contrôle et de cruauté avaient-elles simplement vidé en elle toute volonté de résistance? Nul ne pouvait le dire. Les dernières années de sa vie furent marquées par la fragilité et le silence. La femme brillante qui autrefois maîtrisait les langues, débattait de théologie et naviguait dans les arcanes de la politique passa de longues périodes à se retirer, parlant peu, observant le monde d'un regard fatigué. Certains y virent de l'incapacité. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'un choix, que le silence était son ultime acte de défi dans un monde qui lui avait volé sa voix. Ses geôliers ne relâchèrent jamais leur emprise. Même lorsqu'elle vieillit et s'affaiblit, la surveillance demeura. Des gardes montaient la garde, des rapports étaient rédigés, et la reine d'Espagne restait une prisonnière sur sa propre terre. Le 12 avril 1555, Juana de Castille mourut enfin, à l'âge de 75 ans. Elle avait enduré 46 années de captivité au plus de la moitié de sa vie, punie non pour trahison, non pour crime, mais pour le simple péché d'avoir hérité d'un trône que des hommes plus puissants désiraient contrôler. Sa mort fut accueillie avec le même mélange de pitié et de justification qui avait marqué son existence. On se souvint d'elle comme de « la reine folle », et son enfermement fut expliqué comme une nécessité pour la stabilité de l'Espagne. Même dans la mort, on lui refusa la dignité qu'elle méritait. Ses funérailles furent pitoyablement modestes. Bien qu'elle fût la reine légitime de Castille et d'Aragon, elle fut enterrée avec moins de cérémonie que nombre de petits nobles. Ce fut l'ultime affront pour une femme qui en avait tant enduré toute sa vie. Après sa disparition, il n'y eut ni réparation immédiate, ni réévaluation des injustices qu'elle avait subies. Le mythe de sa folie s'était trop profondément enraciné dans la conscience politique de l'Europe. Le remettre en cause, c'était remettre en cause la légitimité même de la dynastie des Habsbourg. Alors, il fut plus commode de maintenir la fiction, celle d'une Juana instable dont l'éviction aurait sauvé l'Europe. Mais la vérité possède une étrange persistance. Peu à peu, des lettres, des rapports diplomatiques et des témoignages surgirent, des documents autrefois supprimés, des voix autrefois étouffées. Il ne décrivait pas une insensée, mais une reine dont l'intelligence, la douleur et l'humanité avaient été sciemment transformées en armes contre elle. Des siècles plus tard, les historiens mirent à jour l'ampleur de la conspiration, révélant combien sa supposée « folie » avait été exagérée, inventée et manipulée pour servir des ambitions politiques. La recherche moderne balaya les mensonges. Le diagnostic des « hystéries féminines », jadis accepté sans contestation, apparut pour ce qu'il était, un simple outil du contrôle patriarcal. Son chagrin pour Philippe, ses tentatives désespérées pour régner en son nom propre, sa résistance à la manipulation, rien de tout cela n'était la marque de la folie, mais bien la réponse naturelle d'une femme écrasée par une perte insoutenable et par la trahison. L'histoire de Juana de Castille demeure plus qu'une tragédie du passé. Elle est un miroir, reflétant comment le pouvoir corrompt jusqu'aux liens les plus intimes, comment l'amour lui-même peut être transformé en arme, et combien il est facile pour la société de qualifier de « folles » les femmes qui refusent de se plier aux normes. Son destin est un avertissement qui résonne à travers les siècles. La cruauté peut se déguiser en bienveillance, l'oppression peut se masquer en protection, et même l'amour le plus profond peut être transformé en preuve de folie dans un monde qui redoute les femmes capables de ressentir trop intensément. Son amour pour Philippe eut une dévotion si ardente qu'elle aurait dû être célébrée comme la preuve de sa loyauté, ou fut au contraire déformée en la cause même de sa chute. Le deuil qu'elle porta à la mort de son époux, un deuil que tout cœur humain aurait pu comprendre, fut reconstruit comme le socle de sa légende, celle de « la reine folle ». Ce que le monde appela folie n'était, en réalité, que le cri désespéré d'une femme qui avait tout perdu, son mari, sa liberté, sa dignité. Les tourments qu'elle endura ne furent pas seulement personnels, ils relevèrent de la guerre psychologique la plus insidieuse. Son sens de la réalité fut démonté pièce par pièce. On l'isola de ses alliés, on la priva de soutien, on l'enferma sous le regard constant d'espions qui consignaient chacun de ses mots. Son chagrin fut réécrit comme de l'hystérie,
sa résistance comme une illusion, son humanité comme une faiblesse. Bien avant que le monde ne forge un mot pour le décrire, Juana de Castille fut la victime de l'une des plus brutales campagnes de gaslighting de l'histoire. Ses geôliers avaient perfectionné l'art de la cruauté déguisée en protection. Ils la poussèrent à douter de sa propre raison, tout en convainquant le monde que la dépouiller de son pouvoir était un acte de miséricorde. Au final, Juana ne fut pas détruite par la folie, mais par la folie d'un monde incapable de supporter qu'une femme puisse incarner à la fois l'amour et le pouvoir. Et pourtant, la conspiration contre elle fut si totale, si minutieusement orchestrée, qu'elle survécut à son corps. Pendant des siècles, son nom porta la tache de la démence, son véritable être enseveli sous les mensonges des hommes qui craignaient ce qu'elle représentait. Son histoire n'est pas seulement la sienne, c'est celle d'innombrables femmes à travers les âges qui ont payé le prix de leur refus du silence, de leur audace à aimer ouvertement, ou de l'héritage d'un pouvoir que d'autres estimaient réservé aux hommes. La reine dont la légende prétend qu'elle errait avec le cadavre de son mari n'était pas une insensée. Elle était une épouse dont l'amour était si profond que même la mort ne pouvait rompre le lien. L'infamante Juana la Loca fut, en réalité, la victime de l'une des plus calculées campagnes d'assassinat de réputation que le monde ait jamais connue. Juana de Castille mérite d'être rappelée non pas comme la reine folle, mais comme une femme qui porta l'insupportable fardeau d'être à la fois puissante et humaine, à une époque qui exigeait des femmes qu'elles ne soient ni l'une ni l'autre. Son héritage n'est pas seulement une page d'histoire, il est un défi. Il nous oblige à interroger les récits que nous avons acceptés au sujet des femmes puissantes, à comprendre combien il est facile de transformer l'émotion brute en instabilité lorsque cela sert l'ambition politique. Aujourd'hui encore, dans un monde qui lutte toujours avec la question de l'autorité féminine et de l'authenticité des émotions, l'histoire de Juana agit comme un miroir. Elle nous montre notre capacité à dissimuler la cruauté sous le masque du soin, notre propension à détruire ce que nous ne pouvons contrôler, et le prix que les femmes paient lorsque leur humanité est retournée contre elles. Juana de Castille ne fut pas détruite par la folie. Elle fut détruite par un monde trop effrayé pour la laisser vivre libre.